Le meilleur, the greatest, the super fight, TBE, the best ever, the fight of the century, le combat du siècle. J'en ai marre des superlatifs! Ouais, je crois que je vais pas bien. Ça va pas fort en ce moment, ça va pas fort. Y a la piraterie de la boxe qui me demande de faire un sujet sur le combat du siècle. Y en a certains qui me piquent les idées. Merde! Ah mais c'est quoi ça putain? Non mais dans quelle époque on vit? J'étais tranquille dans ma chambre, le mec qui rentre dans ma chambre, il m'encule comme ça, il me dit même pas dit bonjour ni au revoir, et puis il s'en va comme ça sans laisser d'adresse. Non mais c'est je peux pas... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais bien que vous rigolez. Je crois que je vais boire aujourd'hui. Je crois que je vais boire. Mais t'es malade toi, tu crois qu'on va se laisser abattre la piraterie de la boxe? Mais non! Nous, il n'y a pas de problème. Il y a autant de moustiques qui peuvent venir nous piquer les idées. On en aura toujours plus à proposer. Alors, le combat du siècle. Mais d'où vient cette expression? Il faut revenir au fondement même de la boxe, à ses balbutiements au début du XXe siècle, pour comprendre que l'appellation combat du siècle vient très très tôt dans l'histoire de la boxe, à partir du moment où le cinéma prend de plus en plus en compte la boxe et filme les combats. Et dès le premier combat filmé, on peut dire qu'il a tout de suite été dénommé combat du siècle. C'était finalement un produit d'appel. Ce combat, c'est bien sûr Jeffries contre Jack Johnson, avec notre fameux Jack Johnson, champion encore aujourd'hui trop méconnu. Ce combat qui était important, qui a créé une première, on peut dire, première émulation dans le monde de la boxe et surtout qui a permis de cristalliser les fans de boxe. Ce combat a été retransmis un peu dans les cinémas, un peu dans les cirques itinérants qui proposaient une projection du film. Ce combat était une pellicule qui a eu beaucoup de succès en tant que film et donc il fallait forcément un titre extrêmement accrocheur pour un premier combat filmé, c'était le combat du siècle. De là vient cette appellation qui a encore aujourd'hui cristallisé le monde de la boxe et surtout cristallisé nos consciences. Donc l'appellation combat du siècle pose quand même un problème, parce que c'est avant tout un argument de vente, un argument a priori. L'avant, l'après et l'écart qu'il en est, c'est toujours de là que naissent nos déceptions et nos désenchantements. Et se faire mettre une rondelle par le système médiatique sur l'autel de notre passion, ça fait jamais plaisir. Surtout quand force de vente devient vente forcée. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? 112 $ plus taxes, ils m'ont fait payer les enculés! Mais ne me parlez plus de cette histoire! Donc l'appellation combat du siècle, c'est avant tout un argument de vente, un slogan, une accroche publicitaire. Mais la publicité, c'est comme la drogue. Il faut augmenter les doses pour toujours y croire. Et après le combat du siècle, on a même eu droit au combat du millénaire, qui n'était pas le combat du siècle. Mais malgré tout, ce slogan a totalement formé notre perception de la boxe et de l'histoire de la boxe, et nous ne pouvons plus en sortir. C'est une matrice idéologique. De là vient la controverse, parce que généralement, le buzz, le build-up du combat et sa place dans l'histoire de la boxe, dans la légende de la boxe, ne coïncident jamais vraiment. Enfin, en tout cas, pas toujours. Alors on pourra se repencher sur tous les combats qui, dans l'histoire, ont été nommés comme combat du siècle ou ont été vendus comme tels. Certains gardent des caractéristiques propres, comme je vous le disais pour le premier d'entre lui, Jeffries contre Johnson. Quelques années passent, plus d'une décennie passe, nous sommes à l'après-première guerre mondiale en 1921 et un deuxième combat du siècle apparaît entre le champion de l'époque, Jack Dempsey, grande star sur le territoire américain, et on va pas s'en plaindre, un Français. Un Français est dans cette histoire, une histoire incroyable, une histoire encore magnifique, et pas si connue que ça. On devrait se repencher plus sérieusement sur ce combat. Je parle bien sûr du combat entre Carpentier et Dempsey. Il arrive en 1921 dans l'État de New York, et ce combat va battre des records. Là encore, on peut dire qu'il est important, au minimum, dans l'histoire économique de la boxe, car il a brisé de nombreux records à l'époque,
plus de 100 000 personnes se sont déplacées pour ce combat. On a dû à l'époque louer un terrain vague dans le New Jersey pour créer une arène digne des arènes romaines, en plein air, où un monde incroyable est venu voir ce combat. Ça a généré économiquement un bénéfice qui a dépassé le million de dollars à l'époque. Donc il faut se replacer à l'époque 1921, le million de dollars, ça doit équivaloir peut-être avec l'inflation aujourd'hui à peut-être des dizaines et des dizaines de millions de dollars aujourd'hui. Donc un succès incroyable. Mais sportivement, ce combat a été extrêmement intéressant à voir. Il n'a pas duré longtemps, il a duré 4 rounds. Et on oublie souvent que ce combat était intéressant car il avait tout un côté romanesque et on le doit à Georges Carpentier. Georges Carpentier a été un des premiers athlètes à sauter de division de poids. Ça ne se faisait pas à l'époque, c'est le premier à avoir créé une nouvelle perspective, c'est-à-dire le changement de catégorie de poids. On le doit à un Français. On l'oublie trop souvent, Georges Carpentier, qui était finalement un mi-lourd et qui passe dans la catégorie des lourds pour essayer de battre le champion. Et quel champion, la terreur de l'époque, Jack Dempsey. Il lui rend donc plusieurs kilos d'écart, je pense même pratiquement 10 kilos d'écart, ce qui est énorme forcément. Et pendant 3 rounds, Carpentier va avoir une stratégie qui fonctionne, c'est-à-dire de toucher et de partir, de réussir à placer son bras droit, qu'il arrive très très bien à faire. Le deuxième round est totalement pour Georges Carpentier, mais voilà, Jack Dempsey n'est pas un champion pour rien. Gros encaisseur, il encaisse sans broncher, et le 4e round, malheureusement, alors que Jack Dempsey n'a rien exprimé depuis le début du combat, en un enchaînement au corps, il arrive à couper court à tous les efforts de Georges Carpentier qui rentre en survie pour résister à l'impact des coups, et quelques 30 secondes plus tard, un autre enchaînement à la face à raison de notre bon Georges Carpentier qui finira KO. Mais en tout cas, on doit une notion très importante à Georges Carpentier, c'est la notion très française et même francophone du panache. Quand tout est contre vous, quand personne n'y croit, que vous-même y croyez, et que vous apportez tout votre talent, même si c'est dans la défaite, que vous donnez tout ce que vous avez, ça s'appelle le panache, et Georges Carpentier en a fait preuve, et ça a totalement impacté aussi comment apprécier un combat de boxe à l'époque. On lui a jamais tenu rigueur d'avoir perdu, au contraire, on a félicité le panache qu'il a exprimé. Alors faudra-t-il que Hollywood nous fasse un film sur le panache à la française pour que nous-mêmes, Français et francophones, nous repenchions là-dessus? Faudra peut-être attendre. Ah, quoique... Ah non, c'est déjà fait. Ok, c'est déjà fait. Ok. On veut que boxe, c'est-à-dire qualité sportive et symbolique, se rejoignent finalement pour une sorte d'apothéose, d'orgasme final. Et à bien y réfléchir, c'est pratiquement impossible de demander ça à une activité humaine. Si vous, comme moi, pensez que la boxe est un art, eh ben finalement on peut dire que c'est un art chanceux, car dans son histoire, la boxe a eu ces moments où sociologie, politique, art et sport se sont rencontrés à un moment donné. Je parle bien sûr des combats entre Schmeling et Joe Louis, Max Schmeling et Joe Louis, qui se sont affrontés dans une période très troublée, la période des années 30, où ils ont symbolisé à eux deux, et même parfois contre eux-mêmes, ont symbolisé la volonté de deux empires, l'empire nazi, l'empire américain, pour faire une sorte de métaphore du combat à venir, et qui a totalement cristallisé le monde autour de ce combat, qui a totalement focusé les gens sur ce combat, qui est devenu un des combats les plus importants, et un événement les plus importants des années 30. Combat qui aussi sportivement a montré aussi l'avènement définitif de Joe Louis. Si vous savez, Joe Louis était très critiqué par les spécialistes américains de boxe. On disait qu'il n'avait pas de courage, qu'il n'avait pas de menton. Et après avoir perdu malheureusement contre Schmeling le premier combat,
Joe Louis était totalement surmotivé, voire enragé pour gagner la revanche, et il créait l'une des victoires les plus terribles, un des KO les plus durs de l'histoire des poids lourds, les plus sans merci de l'histoire des poids lourds, le fameux KO de Joe Louis contre Max Schmeling au Yankee Stadium de New York, un moment extrêmement important dans l'histoire de la boxe et aussi dans l'histoire de la boxe en tant que sport définitif et sport dominateur du monde à cette époque. Et en parlant de lecture politique et historique, forcément je ne vais pas vous la faire et je ne vais rien vous apprendre, mais on est obligé aussi de parler d'un autre combat du siècle, encore une fois, entre Ali et Frazier. J'ai eu la chance d'en parler plus longuement dans la radio pirate de la boxe, c'est pour ça que je vous renvoie à l'épisode spécial Radio Pirate de la boxe où on a parlé et on a fêté ensemble les 45 ans de cet événement incroyable qui ne démérite pas de son appellation de combat du siècle, un combat aussi à l'époque où on a vu une lecture avant tout sociologique et politique des événements en cours et des événements et du combat pour les droits civiques américains, notamment à travers la figure déjà légendaire à l'époque de Mohamed Ali. Je ne reviens pas trop longuement là-dessus, on en a parlé et vous allez voir, vous allez vraiment apprécier cette émission radio, mais encore une fois, dans les années 70, le combat du siècle nous est proposé. Alors, s'il arrive dans les années 70, s'il arrive dans les années 30, s'il arrive dans les années 20, s'il arrive dans les années 10, ça veut dire quoi ? Quel est le combat du siècle ? C'est bien la preuve que c'est une appellation, les amis, combat du siècle. Et que finalement, qui la donne, cette appellation ? Ceux qui la vendent, ou ceux que ça arrange. Et quand on a envie, chaque combat important peut devenir combat du siècle. Il suffit de bien tourner les choses. Et quant à l'équipe d'une radio française qui pense, et c'est bien pour une fois de fêter les 40 ans en 2014 du combat entre Ali et Foreman au Zaïre, ça devient quoi ? Ça devient le combat du siècle. Passé à côté de l'anniversaire, les 40 ans aujourd'hui, jour pour jour, du combat du siècle Ali Foreman à Kinshasa. Bah alors si c'était celui-là, le combat du siècle, combat très important, reconnaissons-le. Mais si c'est celui-là, ça veut dire que le combat juste avant contre Frazier, c'est plus le combat du siècle ? Alors Carpentier Dempsey, c'est plus le combat du siècle ? Louis Schmeling, c'est plus le combat du siècle non plus ? Et le combat du siècle de 2015, là, avec le petit Philippin, en fait, c'était pas le combat du siècle ou c'était le combat du siècle ? Parce que là, faut... Mais c'est... Hein, c'est quoi ? C'est comme ça ? C'est par là ? C'est le combat du siècle, il est ici ou il est par là ? Explique-moi. Explique. Enfin, au moins vous en avez parlé, vous. Au moins. Et quand d'autres médias nous disent, au moment de Pacquiao Mayweather, que finalement le combat du siècle c'était Sugar Ray Leonard contre Marvin Hagler, en faisant genre oui mais nous en fait on est plus malin, hein, et le combat du siècle de l'histoire des extraterrestres, hein, c'est celui-là et pas celui-là. Et ben en faisant ça, ils nous prouvent par là même que cette appellation combat du siècle est totalement formateur de l'idéologie dominante dans la boxe. Car à bien y réfléchir, finalement c'est impossible de prendre cet art qu'est la boxe si vaste et de le réduire et le résumer à un seul élément qui aurait la responsabilité de tout expliquer. Bref, la dictature du superlatif en boxe est un puits sans fond. D'où la question, cette symbolique, parfois nécessaire pour vendre un combat, finalement, qui la donne ? Voilà pourquoi dans mes chroniques, je vous casse autant les castagnettes avec les écrivains, les réalisateurs, les documentaristes, les artistes. Quand certains d'entre vous me disent « Ouais, mais Captain, nous, on veut du combat, on veut de la bagarre. » J'arrive, faut boire un verre en boîte, admettons. On va avec sa meuf, admettons. Et lui, il arrive, il fait 140 kilos, et toi, il prend la confiance. La bagarre. Excuse-moi, un pote, tu peux te faire ça. Excuse-moi, je sais pas ça. Et là, bam, stade d'entrée. La bagarre. Il croit qu'il est fort que lui. T'as compris ? Et comme il met Et moi, je boum, il s'attend pas. On a fait un vis, en fait. Premier qui touche, il tombe. Et après, c'est fini. starter, tout. Pourquoi il faut se pencher sur les artistes ? Parce que ce sont finalement eux qui font la légende de la boxe. Plus que les boxeurs.
Ça va peut-être vous choquer ce que je dis, mais ce sont généralement les écrivains de boxe et les artistes, au sens plus général, qui font les légendes. Les boxeurs font les exploits sportifs, les artistes créent les légendes. D'où l'importance de l'écrivain de boxe qui, finalement, valide et tamponne l'événement et le fait rentrer dans l'immuable. Parlerait-on encore autant d'Ali contre Frazier si certains grands artistes de l'époque n'y avaient pas vu le reflet d'une époque, si Norman Mailer n'avait pas fait son livre sur ce combat, et si des documentaristes comme William Klein n'avaient pas suivi Ali pendant de longs mois, la légende en aurait été-elle la même? Question que je pose. Donc, la légende de la boxe n'est pratiquement vue que par le prisme de l'écrivain, qui élimine autant qu'il fait naître des légendes, en passant à côté de combats et d'athlètes qui n'entrent pas dans sa grille de lecture du monde, qui n'entrent pas dans sa matrice idéologique, qu'elle soit politique, culturelle, voire même spirituelle. Et pourtant, ces combats sont-ils moins importants à chérir? Parce qu'il y a des combats qui n'obtiendront jamais le Graal du superlatif combat du siècle, et pourtant, je préfère les regarder en boucle. Et pour nous, la piraterie de la boxe, ne vaudrait-il pas plus arrêter de valider cette quête éternelle et insatisfaisante du combat du siècle, et plutôt rechercher le combat de leur vie? C'est ça le devoir des aficionados de la boxe que nous sommes. C'est faire perdurer et faire vivre des combats passés à la trappe de la mémoire des artistes. T'en veux du combat qui est pas combat du siècle et qui le mérite tout autant? Tu en veux? Allez, c'est parti, je te lance une petite liste de certains de mes combats que j'adore regarder en boucle. Et toi, en bas, dans les commentaires, dis-moi quel combat tu veux garder en mémoire à vie. Dis-moi quel combat t'électrise, te fait chavirer, te fait rêver à chaque fois que tu le vois et qui n'est pas un combat du siècle. Pour moi, ça sera pour toujours Vargas contre Trinidad. Felix Tito Trinidad. Jim, there's no question. Out of the last 4 rounds, Tito Trinidad has released 3. Down goes Vargas on a big left hook. George Chuvalo, le taureau de Toronto, contre Floyd Patterson. Des combats de plus petite dimension, entre des challengers, des contenders, mais qui méritent tout notre respect. Arthur Szpilka contre Mike Molo. Doesn't know how to fight in areas that you need to know how to fight. A series of left hands early on here in round number 3 has Malo in trouble. He returns fire and scores a knockdown. He's done it again. He might not know how to fight, but he knows how to throw back, and he's got plenty of heart. As if the Hollywood script these... Although he doesn't... A massive left hand that buckles Malo, sends him to the canvas with his leg back. Can he beat the count? Even if he does, a lot of time left and the referee stops it. Et même des talents aux carrières avortées qui ont quand même donné le combat de leur vie, comme Jaden Codrington et Sakio Bika. Codrington, don't forget, the style of Bika sometimes takes a little time to get going, although he's not taking time here. Bika scores a knockdown just 30 seconds into this fight. And don't forget, the only loss in Codrington's career came by first round knockout loss. In his mind, he's visiting that place again right now. That was an embarrassing moment. Alan Green just crushed Jaden Codrington in the first round. It was Ring Magazine's Knockout of the Year. Can Bika have a repeat performance here? Bika all over him, but he turns the tables. Oh my, what a first round. Codrington scores a knockdown of his own. Can you believe this? Allez, la piraterie de la boxe, on se revoit bientôt. On se refait une petite émission radio dans pas trop longtemps. Moi, je prépare ma valise bientôt pour Los Angeles et vous faire un petit reportage avec Triple G. Enfin, j'espère l'attraper. Ça va pas être facile, c'est le défi d'une vie. Et
On se voit pour un prochain Prono Express, un prochain épisode. Et à tous les moustiques, restez branchés, j'ai encore plein d'idées.